Les Vikings faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient furtifs et impitoyables, des hommes et des femmes de mer nordiques qui ignoraient les tactiques, les méthodes et les coutumes conventionnelles du champ de bataille de l'époque. Ces attributs n'étaient pas considérés comme des actes de guerre lâches. Ils étaient considérés comme des tactiques intelligentes pour un pillage réussi. Aujourd'hui, nous explorons les conditions réelles d'un raid viking. Comprenons pourquoi les Vikings se sont tournés vers les raids et le pillage. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient la violence et que c'était un moyen de passer le temps. Les raids vikings étaient une question de survie, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de l'ère viking, entre le 8e et le 9e siècle, les Vikings se battaient pour l'honneur. Ils étaient constitués de petites tribus qui n'adhéraient ni à la loi, ni à l'autorité, ni à la religion. La violence était utilisée pour régler les différends avec les autres tribus. La défense de l'honneur de la tribu et l'appel aux dieux de la guerre ont fini par devenir secondaires. Les Vikings ont rapidement commencé à mener des raids pour acquérir des richesses et des biens matériels. Ils s'attaquaient souvent aux monastères chrétiens de Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que ces monastères étaient des proies faciles pour les Vikings. Les moines sans défense qui les habitaient étaient de véritables proies faciles pour les frères. Une tribu de Vikings, composée d'une trentaine de guerriers, pouvait s'attaquer à un monastère sans la moindre difficulté. En fait, le début de l'ère viking est normalement considéré comme le 8 juin 793 après Jésus-Christ, date à laquelle la première attaque viking documentée a eu lieu dans un monastère de l'île de Lindisfarne, dans le nord de l'Angleterre. Alcuin, un érudit de la cour de Charlemagne à l'époque, a écrit à propos de ce raid: « Jamais auparavant, une telle terreur n'était apparue en Grande-Bretagne, comme celle que nous venons de subir dans un lieu païen. Ces païens versaient le sang des saints autour de l'autel et piétinaient les corps des saints dans le temple de Dieu, comme du fumier dans les rues. Mais pour les Vikings, un monastère était trop beau pour être laissé de côté. Ils étaient remplis à ras-bord de trésors tels que de l'or, de l'argent, des bijoux et des livres. Les monastères étaient également une source précieuse de nourriture, de boissons, de bétail, de vêtements et d'outils. Le pillage d'un monastère chrétien par un Viking était comparable à un raid dans un Bed Bath & Beyond, mais sans le parfum de patchouli. Le fait que les raids vikings visaient les églises et les monastères était considéré comme particulièrement horrible à l'époque. Personne n'était à l'abri des Vikings, pas même les hommes de Dieu. Lorsque les Vikings ne s'attaquaient pas aux monastères, ils se battaient contre les armées de différents pays et parfois contre d'autres Vikings. Ces combats ne se résumaient pas à punir quelques moines. Ces batailles nécessitaient de la stratégie. Les Vikings s'appuyaient sur l'élément de surprise. Les Vikings étaient connus pour tendre des embuscades à leurs cibles en se cachant dans les bois et en guettant leur adversaire alors qu'ils marchaient le long des routes établies. Bien sûr, de temps à autre, les Vikings respectaient les règles traditionnelles de la guerre. Par exemple, si une tribu de Vikings était confrontée sur terre à un adversaire de taille et de force égale, elle commençait la bataille en formant un mur de boucliers. Voici comment cela se passait. Avant qu'une lance ne soit lancée, les guerriers de chaque tribu se faisaient face en formant une sorte de coin. C'est ce qu'on appelle un mur de boucliers. Selon la taille de l'armée, un bouclier pouvait être composé de 5 à 6 rangées de guerriers, tenant des boucliers ronds en bois. Le gros de la formation en coin était généralement constitué d'hommes lourdement armés, les berserkers se trouvant à l'avant de la formation. Oui, des berserkers. Nous y reviendrons dans une minute. Les archers et les autres vétérans de la tribu s'alignaient ensuite derrière le coin. Les gardes du corps, appelés herds, entourent les chefs et les leaders à l'arrière. La bataille terrestre commençait enfin lorsqu'un guerrier lançait une lance sur les lignes ennemies. Les vagues de lances étaient suivies de flèches perforantes tirées par les archers situés à proximité. Souvent, c'est l'ouverture qui déterminait le combat. Finalement, l'une des tribus chancelle et s'éloigne des lances et des flèches qui pleuvent sur elle. Bien entendu, si les deux tribus restent debout après la première pluie de lances, les guerriers de chaque camp s'avancent pour livrer un combat rapproché au corps à corps avec leurs ennemis. D'accord, les berserkers. Ils méritent une reconnaissance particulière. Nous savons tous que les Vikings étaient des guerriers fous.
mais ils n'étaient rien comparé aux Berserkers. Un groupe spécial de vikings d'élite qui était si dur à cuire qu'ils ne portaient même pas d'armure ou de casque. Ils se battaient en pagne, et la seule arme qu'ils utilisaient était un bouclier léger. Les Berserkers étaient des guerriers compétents, c'est certain. Mais ce qui les rendait si dangereux, c'est qu'ils n'avaient pas peur. Avant le combat, ils se mettaient dans un état de transe folle appelé Berserkgang, puis se battaient avec une fureur aveugle. Dans cet état de frénésie, les Berserkers perdaient toute capacité humaine de raisonnement ou de conscience et étaient connus pour crier et hurler comme des loups ou des chiens enragés. Vous savez maintenant d'où vient le mode Berserker de Wolverine. Si l'on en croit l'attrait de ces Berserkers, le dieu de la guerre, Odin, leur conférait des pouvoirs spirituels et magiques. On suppose également que les Berserkers se préparaient au combat en buvant des litres d'alcool et en consommant des champignons magiques. Toutefois, la plupart des personnes qui consomment ces champignons se contentent de jouer de la guitare près d'un feu de camp. Certains botanistes ont affirmé que le comportement des Berserkers pouvait être dû à la consommation d'une plante appelée myrte des marais, l'une des principales épices de la bière scandinave. Lors des raids terrestres, les tribus plaçaient leurs Berserkers à l'avant de la ligne de front. Les museaux de sangliers se précipitaient alors sur les lignes de combat de leurs ennemis et démantelaient leur formation au corps à corps. À ce stade, le raid se transformait en une véritable foire d'empoigne. Et la tribu qui gagnait avait généralement la plus forte assemblée de Berserkers. Les Vikings aiment leurs armes autant qu'un chien aime se promener. Lors d'un raid typique, les Vikings utilisaient des haches, des épées, des arcs et des flèches, ainsi que des dagues. Mais leur arme de prédilection était la lance. Elle est peu coûteuse et facile à fabriquer. Les lances avaient également une grande portée, ce qui s'avérait très utile lorsqu'un raid se transformait en combat au corps à corps. Avec une pointe en fer mesurant de 8 à 24 pouces et un manche en bois généralement fait de frêne à grain droit, la lance viking servait principalement à lancer. Mais un guerrier habile pouvait aussi s'en servir pour sculpter, ciseler et hacher. C'est un peu la version viking du couteau suisse. Il existe peu d'informations sur la longueur du manche à l'époque des Vikings. Mais le chapitre 6 de la saga parle d'une lance si longue que le bras tendu d'un homme pouvait à peine toucher le rivet. Bien entendu, la plupart des historiens estiment que la longueur combinée du manche en bois et de la tête en fer d'une lance de l'époque viking se situait entre 2 et 3 mètres. Les épées étaient plutôt rares à l'époque des Vikings. Elles étaient chères, difficiles à fabriquer, et très peu de Vikings en possédaient une bonne. Cela signifie que les épées étaient la marque d'un guerrier d'élite et qu'elles étaient considérées comme des objets d'héritage transmis de père en fils barbus depuis des générations. La qualité d'une épée se mesurait à sa poignée richement décorée ou au nom du forgeron gravé à la base de la lame, tout comme le nom d'une marque est imprimé sur tout ce que vous achetez aujourd'hui. Les Vikings donnaient même des surnoms à différents styles d'armes d'aspect différents, comme Plaguebiter, mordeur de peste, et Gold Hilt, poignée en or. Il n'est pas certain que les noms Part Eater et Oathkeeper aient jamais été utilisés dans la vie réelle. La plupart des Vikings préféraient les épées à double tranchant, longues de 60 à 80 cm et larges de 3,8 à 6,4 cm. Pour les Vikings plus âgés, il n'était pas rare d'avoir une épée de 102 cm. Les épées étaient relativement légères. Elles pesaient entre 0,9 et 1,8 kg, selon leur longueur. Bien sûr, Hollywood aime à représenter les Vikings tranchant leurs victimes en tenant leurs épées à 2 points. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passaient. Si vous observez la poignée d'une épée de l'ère viking, vous verrez qu'elle est faite pour une seule main. Il n'était pas nécessaire d'allonger la poignée d'une épée viking, car cela aurait faussé le poids de l'arme. De plus, l'autre main était de toute façon occupée à tenir un bouclier. Si ces épées étaient généralement transmises de père en fils en guise d'héritage, il est prouvé que certains vikings ont été enterrés avec leur père. Dans ce cas, l'épée viking était tuée de manière rituelle, ce qui signifie que la lame était pliée de manière à la rendre inutilisable. Cette pratique avait 2 objectifs. Elle permettait de retirer l'épée avec son propriétaire et dissuadait les pilleurs de tombes de voler l'arme. Lors d'un raid viking, un guerrier disposait de 2 moyens de défense.
Sa ruse et son bouclier. Même s'il était fait de bois, généralement de sapin, d'aulne, d'épicéa ou de peuplier, comme Mickey Ward, un bouclier viking pouvait prendre une sacrée claque au combat. Quelques boucliers ont survécu à l'ère viking. Leur taille varie de 81 cm à 91 cm de diamètre. On a également remarqué qu'un bouclier était souvent fabriqué sur mesure pour un guerrier. Sa taille était adaptée aux dimensions de son corps et à son style de combat. Le bouclier devait être suffisamment grand pour protéger le guerrier, mais pas trop pour ne pas le déséquilibrer. Un bouclier trop petit exposerait des lignes d'attaque supplémentaires que l'adversaire pourrait exploiter. Un bouclier trop grand ralentirait la réponse défensive et épuiserait inutilement le guerrier. Le rôle des demoiselles de bouclier dans la culture viking a fait l'objet d'un grand débat. En particulier, on s'est demandé si ces femmes puissantes existaient vraiment. Les mythes du folklore scandinave ont toujours raconté des histoires de bravoure et de prouesse au combat. Mais des archéologues de l'université d'Uppsala et de l'université de Stockholm ont découvert de nouvelles preuves ADN qui montrent que les femmes guerrières ont des racines dans des événements historiques réels. La technologie s'est récemment intéressée à l'excavation de l'une des tombes les plus connues de l'ère viking. Une tombe datant du milieu du Xe siècle est située dans une ville viking suédoise nommée Burka. La tombe a été fouillée dans les années 1880, révélant les restes d'une guerrière entourée d'une hache, d'un arc et de flèches, d'une épée, de flèches perforantes et de 2 chevaux. Mais comme nous l'avons dit, le folklore et la mythologie ont toujours existé. Selon la saga du Groenland, lorsque la demi-sœur enceinte de Leif Erikson, la fille d'Eric, se trouvait à Vinland, il est écrit qu'elle a saisi une épée et que, seins nus, elle a fait fuir les Lengzerans qui l'attaquaient. Dans un autre cas, Lagertha, chef des Vikings, commandait une bande de 120 navires de guerriers. Lorsque son ex-mari, Ragnar Lodbrok, était presque certain de perdre un combat, Lagertha a navigué à son secours, lançant une attaque surprise sur l'ennemi par derrière, ce qui aurait fait paniquer les adversaires de Ragnar. Les demoiselles de bouclier auraient également combattu déguisées en hommes. Ainsi, il était parfois impossible de les distinguer des guerriers masculins. Oui, les demoiselles de bouclier ont existé. Et elles étaient aussi redoutables que leurs homologues masculins. Un Hird était composé de gardes du corps d'élite dont le seul but était de protéger le chef viking à l'arrière du coin pendant les batailles. Un chef riche et compétent pouvait avoir jusqu'à 60 Hirdmen pour le protéger sur le champ de bataille. Ces Hirdmen étaient des guerriers intelligents et toujours armés, et ils garantissaient la sécurité de leur chef. Dans la hiérarchie Vikings, on pourrait les comparer aux Navy Seals. Bien entendu, le travail des Hirdmen n'était pas réservé aux batailles et aux raids. Comme un chef viking influent avait des ennemis partout, les Hirdmen étaient sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et s'il mettait sa vie en danger chaque jour, il était largement récompensé pour ses services et menait une vie privilégiée que les jeunes Vikings lui enviaient. Un membre d'un Hird était aussi proche d'une célébrité qu'un Viking pouvait l'être sans pour autant être royal. On ne savait jamais à quoi s'attendre lors d'un raid viking. Parfois, l'attaque d'une tribu n'était rien d'autre qu'une opération de destruction et d'accaparement dans le seul but de s'emparer d'un peu de butin et de nourriture et de retourner dans son village. Dans de tels cas, un groupe de raiders pouvait compter entre 35 et 300 vikings. Mais une bataille à grande échelle était différente. Une bataille à grande échelle signifie que des armées vikings entières s'affrontent. Les plus grandes armées vikings pouvaient compter entre 4000 et 7000 hommes. Et au fur et à mesure que l'âge des vikings avançait, les armées ne cessaient de croître. Au début des années 850, les villes anglaises de Canterbury et de Londres ont été attaquées par 350 navires vikings. Si l'on en croit ces chiffres, cette armée viking aurait été forte d'au moins 10 000 hommes. C'est incroyable. Imaginez que vous preniez votre thé le matin et que vous voyiez 10 000 vikings se diriger vers vous, goulûment. Vous avez déjà vu le casque des vikings du Minnesota, la Nintendo Classic de 1993, The Lost Vikings, la bande dessinée Hagar the Horrible et le dessin animé de Bugs Bunny intitulé What's Opera Doc avec Elmer Fudd et son casque magique. Malgré toutes ces influences culturelles emblématiques,
Un vrai casque viking n'a jamais eu de cornes. En réalité, le casque viking était un équipement simple et pratique. Il était fait de fer. De nombreux historiens pensent qu'en raison de son coût, seuls les guerriers d'élite en possédaient un. La plupart des vikings combattaient sans casque. En fait, seuls 5 casques vikings ont été retrouvés. La plupart d'entre eux ne sont que des fragments et des morceaux de fer détériorés. Le seul casque viking complet est le casque Geirmundbu, qui est aujourd'hui exposé au musée d'histoire culturelle de l'université d'Oslo. Comment le mythe du casque viking à cornes est-il né? C'est le costumier Carl Amiel Doppler qui en est à l'origine. Lorsque le compositeur Richard Wagner a mis en scène son cycle d'opéra dans les années 1970, il s'est adressé à Doppler pour les costumes de la production. Doppler a créé des casques à cornes pour les personnages vikings, et un stéréotype nordique est né. Les vikings possédaient des chevaux, mais il était rare d'en voir un lors d'un raid ou d'une bataille. Le problème avec les chevaux, c'est qu'ils sont difficiles à transporter dans les bateaux lorsque les vikings partent pour un raid. Curieusement, un grand nombre de chevaux acquis par les vikings l'ont été soit en les pillant, soit en les volant à leurs ennemis vaincus, comme nous l'apprend la chronique anglo-saxonne. La plupart des chevaux vikings étaient utilisés à des fins agricoles. On pense même que les vikings ont introduit le labourage à l'aide de chevaux dans les îles britanniques. Les vikings ont adopté les chevaux pour le labourage parce qu'ils étaient plus rapides et plus agiles que les bœufs utilisés plus couramment. On suppose que les vikings pouvaient labourer et planter leurs champs rapidement grâce à leurs chevaux. Ils partaient ensuite à l'assaut des terres pendant l'été avant de rentrer à temps pour les récoltes. Il existe au moins une trace d'une bataille au cours de laquelle les vikings ont utilisé des chevaux. Mais les résultats n'ont pas été brillants. Lors de la bataille de Sulquat en Irlande en 968, les vikings de Limerick, menés par Ivar de Limerick, ont déployé une cavalerie de guerriers à cheval. Ces vikings ont été attirés dans une embuscade par les Irlandais et ont perdu à la fois la bataille et la ville de Limerick. Même si les raids vikings étaient sanglants et brutaux, les guerriers trouvaient toujours l'occasion de frapper à droite. La preuve en a été donnée au IXe siècle, lorsque Ragnar Lodbrok a mené une attaque pour venger la mort de son grand-père, tué par un roi rival. Selon des passages du IXe livre des Gesta Danorum, un ouvrage du XIIe siècle sur l'histoire du Danemark, écrit par l'historien chrétien Saxo Grammaticus, le roi Fro a tué le grand-père de Ragnar, Sigurd, et a forcé les femmes survivantes de la famille du défunt roi à se rendre dans un bordel en guise d'humiliation publique. Lorsqu'il a appris cela, Ragnar est venu avec une armée de guerriers pour venger son grand-père. Plusieurs des femmes que Fro avait fait enfermer dans la maison close se sont habillées en hommes et ont combattu aux côtés de Ragnar. L'une de ces femmes était Lagertha, une jeune fille au bouclier dont le combat acharné avait attiré l'attention de Ragnar. Après la bataille, Ragnar poursuivit Lagertha et la demanda en mariage. Lagertha feignit d'être intéressée, et Ragnar arriva pour demander sa main. Cependant, Lagertha a libéré un ours et un chien de chasse pour attaquer Ragnar, qui selon Saxo a dû les tuer avant de pouvoir l'épouser. C'est un peu comme ça. Qui a dit que le romantisme était mort? Ragnar tua l'ours d'un coup de lance et étouffa le chien, gagnant ainsi la main de Lagertha. Le couple eut un fils, Fridleif, ainsi que 2 filles. Mais Ragnar finit par divorcer de Lagertha parce que, apparemment, il gardait de l'amertume à propos de l'attaque de l'ours et du chien. C'est tout à fait compréhensible. Vous êtes d'accord? Dites-nous ce que vous en pensez. Aimeriez-vous participer à un raid viking? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.